Alors, les propos du président de la République de la Tunisie sont des propos incendiaires et inacceptables. Reconnaître les caractères, l'appartenance arabe et islamique de la Tunisie, c'est d'abord une folie, et de deux, cela ne peut pas empêcher que le noir ne circule pas. Le noir a le droit, la liberté de circuler librement partout au monde et en partant d'abord en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les centres. Nul, je dis bien nul, ne peut empêcher au peuple africain de circuler. Le président de la République tunisienne dit qu'il faut trouver une solution. Il mobilise l'armée. Il y a eu une réunion du Conseil national de sécurité, je précise, et il a été donné, des injonctions ont été données à l'armée pour trouver des solutions. Quelle serait la solution finale et définitive dont parle le président tunisien? Nous avons remarqué depuis un moment qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont, si vous voulez, arrêtés, placés d'ici et là dans des prisons, dans des camps de concentration dans la plupart des pays du nord de l'Afrique. Nous l'avons vu d'ici et là. Ceux qui se souviennent encore, en 2016, j'ai mobilisé l'UDC, Unité, Dignité, Courage, d'où nous avons pris d'assaut l'ambassade du Maroc. Beaucoup ont voulu traduire mal cette action en parlant d'une haine, du racisme vis-à-vis des Arabes. Faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Ils n'ont pas su parler d'une haine contre l'islam parce que, justement, il y avait parmi nous de ceux qui sont d'obédience islamique ou qui sont venus de ces États-là. Nous avons pris d'assaut l'ambassade du Maroc à Paris. C'était une question pour nous de bafouer la souveraineté de cet État. Parce que le Maroc avait bafoué la souveraineté, l'intégrité physique de notre peuple. À cette époque-là, ceux qui s'en souviennent, le gouvernement royal du Maroc avait ordonné aux militaires et aux gendarmes marocains de tirer à bout portant sur des populations africaines qui ont été abattues sauvagement dans plusieurs déserts et dans plusieurs forêts marocaines. D'ailleurs, les images ont circulé qui ont choqué le monde où on voyait des hélicoptères justement au-dessus des têtes de la plupart des Africains non armés, qui d'ailleurs la plupart étaient déjà en difficulté, en situation de précarité. En plus de cela, de ces stress, il y a eu des hélicoptères qui les pourchassaient comme des gibiers. Ces scènes-là sont inacceptables. Et pour moi, qui est un adepte de l'action directe, j'avais décidé de mobiliser l'équipe et nous avons envahi le bureau, le locaux de l'ambassade du Maroc à Paris. Ce qui a fait de moi une personne non grata au Maroc, où je suis interdit justement du territoire marocain. Et plusieurs plaintes ont été déposées dans ce sens. D'ailleurs, à Paris, il y a eu une plainte déposée par le gouvernement royal du Maroc qui a reçu le soutien notamment du gouvernement français à l'époque, ceux qui ont suivi sur TF1, dont le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Laurent Fabius, disait que toutes les mesures diplomatiques consulaires ont été prises à mon encontre et à l'encontre de toutes ces personnes qui avaient envahi l'ambassade du Maroc. Le procès a eu lieu, j'ai gagné le procès face au roi du Maroc. Parce que ceux qui ont suivi, pendant que ça s'est passé à TF1 mercredi, mardi précédent, c'était sur la télévision marocaine à 20h, d'où justement le roi du Maroc, après la tenue du conseil de ministres, a pris ses décisions et c'est son ministre des Affaires étrangères et les ministres de l'Intérieur qui se sont exprimés devant les micros justement de la télévision marocaine en parlant des mesures, en disant ceci, que les dirigeants français diplomatiques et consulaires ont été contactés, des mesures diplomatiques seront prises et ont été déjà prises à l'encontre de ces individus-là, de ces personnes-là. Mais nous avons fait le procès et on a gagné. On a gagné. Aujourd'hui, il reste une plainte au Maroc et c'est de là-bas que je suis interdit justement de territoire. Mais mes chers compatriotes, au-delà de ça, vous vous rappellerez encore le 6 janvier 2017, moi, Zulu Diabanza Siwalemba, porte-parole international de l'UDC, a été arrêté à l'aéroport international de Tunis, d'où j'ai été expulsé Manu Militari vers Paris. Les preuves sont là sur les réseaux. Pourquoi j'étais arrêté? Justement, je suis allé en Tunisie parce que je n'ai pas voulu parler pour ne rien dire. Je n'ai pas voulu crier de loin. J'avais pris la ferme décision, accompagné d'un membre de l'UDC, de descendre sur le lieu. Je suis arrivé là-bas. Lorsqu'on m'a arrêté à l'aéroport, après quand ils ont fait les checkings, ils ont essayé de checker et de regarder, ils ont pu trouver que j'étais quelqu'un justement de figé, j'étais fiché d'ici et là, et que j'étais interdit des territoires. Et qu'ils m'ont dit d'ailleurs, toi tu ne peux pas rentrer ici. Tout le monde peut rentrer dans ces pays, sauf toi, c'est notre pays. Ils m'ont dit ça. Pourquoi ont-ils besoin de répéter tout le temps, c'est notre pays? Pourquoi avaient-ils besoin, toutes ces autorités
aéroportuaires qui sont venus et les autorités justement du ministère de l'Intérieur qui sont venus parce que la décision qui a été prise à l'aéroport avant que je ne sois expulsé était de me transférer à la prison du 18 janvier à Tunis. C'est lorsque le vaste réseau des militants s'est mobilisé, lorsque les membres de l'UDC se sont mobilisés aussi d'ici et là, ça criait partout sur les réseaux sociaux, c'est là qu'on m'a relâché et qu'ils ont pris la décision de m'expulser de Tunis. Je ne suis pas rentré. À partir de l'aéroport, j'ai été expulsé vers Paris. Arrivé sur Paris, tous les services secrets qui sont venus me chercher, quand on les a appelés, beaucoup ont refusé. 3 services ont rebroussé chemin. Le dernier service qui est resté a pris des notes, mais n'a pas voulu me rencontrer. C'est le commissaire de l'aéroport qui viendra me dire « Prends la sortie des diplomates pour que vous puissiez rentrer chez vous tranquillement. » J'ai pris la sortie des diplomates. Je suis sorti par la sortie des diplomates ces jours-là à l'aéroport international de Roissy. Mes chers compatriotes, je fus arrêté justement parce que je suis allé en Tunisie pour dénoncer les mêmes choses. Il y a eu 2 blessures mortelles. Une sœur d'origine sénégalaise qui a succombé de ses blessures. Une sœur congolaise de la République démocratique du Congo qui a aussi succombé de ses blessures. Et un frère sénégalais qui a été mortellement blessé. Alors je m'étais décidé de me rendre sur place, d'osser justement la voix. Parce que moi, Zulu Diabanza, c'est l'action. Moi, Zulu Diabanza, c'est la diplomatie active. Et il fallait être sur le terrain justement pour faire comprendre aux autorités tunisiennes que nous n'accepterons pas ces intimidations et ces tueries lâches. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Maintenant que le président tunisien remue justement le couteau sur la plaie non cicatrisée, après ces multiples humiliations que nous avons subies, le président tunisien dit, je cite, qu'il faut reconnaître à la Tunisie, bien évidemment dans son discours, il reconnaît les caractères africains de la Tunisie, mais ajoutons l'appartenance arabe et l'appartenance islamique. Je vois mal déposer l'appartenance islamique, d'autant plus que l'islam n'est pas synonyme des Arabes. Parce qu'il y a des Noirs qui sont pratiquants de l'islam. Il y a des Noirs qui sont d'ailleurs beaucoup membres de l'islam. Alors, ce genre de propos incendiaires sont inacceptables. Et j'en appelle à la conscience aiguisée de tous les fils d'Afrique, de partout, des Afro-Caraïbéens, de tous les Afro-Américains, de prendre une conscience collective pour mener un combat. Le professeur Tchenkata Diop disait à son temps que le combat qui est mené contre nous est plus violent même que le combat qui est mené contre certaines espèces à voie de disparition. Parce que la violence inouïe qui est sur nous, ne nous voilons pas la face. Ne faisons pas semblant. Le peuple arabe est en train de crier contre Israël. Et toute l'Afrique a soutenu et continue de soutenir la lutte du peuple arabe qui oppose notamment, interposé entre Israël et Israël qui est d'ailleurs le point des Occidentaux et la Palestine qui est le point des Arabes. Donc le combat des civilisations entre les Arabes et les Occidentaux, au milieu duquel se trouve Israël et la Palestine, le peuple africain a quasi majorité par ses dirigeants, par ses activistes et partout soutenu justement la Palestine. Et vous faites ces choses-là, vous déplorez ces choses-là qu'Israël fait contre vous en Palestine et vous venez le faire en Mauritanie. Le Flamme, le front de la lutte armée pour la libération de la Mauritanie, avait justement demandé la désarabisation de l'islam. Pourquoi? Parce que les Arabes ont voulu faire une confusion entre l'arabisation et l'islam. L'islam est une autre chose. C'est une religion tant soit paix de paix comme elle nous est présentée. Paix à son âme et que la paix soit sur lui, j'allais dire. Que la paix soit sur lui au prophète Mohammed. L'islam est une religion qui ne doit souffrir d'aucune arabisation. Parce que l'arabisation, c'est la culture d'un peuple arabe. Et nous n'accepterons pas la suprématie culturelle des Arabes sur nous. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, parmi les populations africaines, ressortissant notamment la plupart des pays, dits des pays de l'Afrique de l'Ouest, on remarque une chose. On remarque que les noms, comme les noms de Kumba, comme les noms de Traoré, comme les noms de Modibo, comme les noms de Keïta, la plupart de noms aujourd'hui disparaissent. Parce qu'il y a une attaque culturelle et identitaire en faisant croire même que ces noms relèveraient de la sorcellerie et qu'il faut prendre des noms à consonance arabe. Des Mohamed, Mamadou, des Abdoulaye, Abdallah, des noms comme ça.
C'est inacceptable. Nous ne pouvons accepter justement cette destruction fondamentale de notre identité, de notre culture au nom d'une prétendue religion. C'est pourquoi nous demandons, je m'inscris dans la logique du flamme de la Mauritanie qui demande la désarabisation justement de l'islam. Vous mettez l'islam de côté et vous mettez les arabes de l'autre. Donc je ne veux pas rentrer dans le jeu malsain du président de la Tunisie qui veut faire un lien intrinsèque entre l'islam et les arabes. Les arabes bien sûr pratiquent l'islam. Ils ont le berceau de l'islam chez eux. Mais beaucoup de peuples et de populations pratiquent aussi l'islam. Donc, ne faisons pas la confusion et l'amalgame de choses. Que le président de la Tunisie ne nous mène pas sur ces terrains. Mon terrain, là où je suis, c'est de faire en sorte de faire croire au monde l'appartenance arabe de la Tunisie. La Tunisie n'appartient pas aux Arabes. C'est une falsification historique et un mensonge pour lequel je m'élèverai de toutes mes forces et de toute mon énergie. Le Soudan n'est pas une appartenance arabe. L'Égypte n'est pas une appartenance arabe, j'entends parler de la République arabe d'Égypte. C'est inacceptable. C'est comme si on parlait de la République blanche ou de la République, je ne sais pas quoi, des États-Unis ou de trucs. Officiellement parlant, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas légiférer sur des choses comme ça. C'est comme jadis les gens qui légiféraient sur l'interdiction de mariage ou l'interdiction même des rapports sexuels entre le blanc et le noir. Vous ne pouvez pas interdire ou écrire des lois comme ça. C'est la conscience de tout un chacun qui doit savoir où dois-je aller, où ne dois-je pas aller, que dois-je faire et que ne dois-je pas faire. Vous ne pouvez pas. Et je n'accepte pas. J'ai dit bien à la limite, je pourrais cautionner d'entendre dans mes oreilles la République islamique de l'Égypte, la République islamique de la Tunisie. Parce qu'ils ne veulent pas faire ça. Pourquoi? Parce que leurs financiers du monde occidental leur interdisent cela. Ils ne peuvent pas parler des républiques islamiques parce qu'ils n'auront pas l'argent de gouvernements occidentaux. C'est pourquoi ils commencent petit à petit par la République islamique et ils finissent par la République arabe. L'Égypte était la République islamique, l'Égypte a fini par la République arabe. Comment le peuple africain, la jeunesse africaine doit-elle accepter en Mauritanie la création de la République arabe de la Mauritanie? Mais c'est une insulte. C'est une insulte. Je donnerai ma vie s'il le faut pour combattre et mourir pour une cause pareille. Comment on peut accepter la naissance d'une République arabe de la Mauritanie sur une terre africaine? Comment? Par quelle magie? Au nom de quel mécanisme et au nom de quel principe? Comment peut-on accepter des âneries pareilles? Des bêtises et de conneries pareilles? Parlez-moi au moins de la République islamique de la Mauritanie, j'aurais à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de ces peuples-là qui pratiquent l'islam. J'aurais compris que c'est une orientation religieuse qui va au sommet de l'État. Mais ne me parlez pas de la création d'une République arabe de la Mauritanie sur une terre africaine. Et l'Union africaine accepte qu'un pays comme ça soit inscrit dans ses registres en tant que membre. L'Union africaine accepte de telles bêtises. Comment pourrons-nous avancer? Comment pourrons-nous aller de l'avant sur des questions comme ça? On ne peut pas accepter des républiques arabes de la Mauritanie, des républiques arabes de l'Égypte. Non! Arabe, ce n'est pas une idéologie. Arabe, ce n'est pas un mode, un système politique. Arabe, ce n'est pas une mode de gouvernance. Arabe, ce n'est pas une philosophie. Arabe, c'est une identité ethnique et culturelle. Et elle ne peut pas prendre le dessus sur d'autres ethnies et d'autres peuples. Déjà, vous parlez de la République arabe de la Mauritanie. En Mauritanie, il y a plus de Soninké, des Malinké, des Djoula, plus que des Arabes. Alors, que devons-nous faire? Il faut créer la République Djoula de la Mauritanie pour exclure d'autres. Comment on peut accepter des choses comme ça? De notre génération, ces choses-là ne peuvent pas avoir le lieu. Chaque Africain et Africaine partout où il se trouve doit s'élever, doit se révolter contre ces principes-là. C'est la raison pour laquelle j'avais brûlé le drapeau de la Mauritanie. Et je le referai à chaque fois que l'occasion me sera permise, justement pour allumer les consciences. C'est inacceptable. Nous ne pouvons accepter que dans un pays où il y a plusieurs ethnies. Parce que quand vous parlez des Arabes, en Afrique, ils deviennent une ethnie. Parce que nous avons des Djoula, nous avons des Soninké, nous avons des Mandingues, nous avons. Donc on ne peut pas accepter la création d'une république arabe sonnant la suprématie d'une ethnie, d'une tribu, d'un peuple au-dessus d'autres peuples. Moi, je combats toute forme de domination et je n'accepterai jamais de mon vivant qu'il y ait sur la terre d'Afrique des républiques arabes. Les terres africaines appartiennent aux Africains. Si tu y vis, tu es africain.
Que tu sois Marocain d'origine arabe, je m'en fous complètement. Que tu sois Marocain venu de la Syrie, je m'en fous complètement. Mais du moment où tu es Marocain, tu es Africain. Que tu sois Tunisien venu de la France, je m'en fous complètement. Que tu sois Tunisien venu de l'Italie, je m'en tape complètement. Mais du moment où tu es Tunisien, tu es Africain. Si vous ne voulez pas, faites vos bagages, dégagez. Repartez d'où vous êtes venus. Dégagez, repartez d'où vous êtes venus. Parce que tout le monde le sait. Et aucun scientifique digne de ce nom ne peut me contredire sur ces faits que je suis en train d'avancer. D'ailleurs, j'ai utilisé les types négroïdes, soudanais, négro-africains, pour démontrer justement ou aller dans le sens des arguments scientifiques qui sont utilisés. Et tous les arguments scientifiques, toutes les recherches scientifiques abondent dans le même sens. Que ces populations-là, qui sont autochtones de ces terres-là, sont des populations du type négroïde ou du type, j'allais dire, soudanais.